Les grandes salles de cristal de Nexus Prime n'avaient jamais connu un tel rassemblement. Des représentants de 847 mondes différents remplissaient l'immense salle, leurs formes variées créant un arc-en-ciel de couleurs et de formes qui s'étendaient à perte de vue. Certains flottaient dans les airs avec des ailes diaphanes. D'autres se dressaient fièrement sur quatre pattes, tels des arbres centenaires. Et bien d'autres marchaient sur deux jambes, comme les êtres dont ils allaient parler. La Confédération galactique ne tenait cette réunion qu'une fois tous les 1000 ans. C'était l'occasion pour toutes les principales espèces de se réunir pour discuter de l'avenir de leur galaxie commune. Pendant 10 000 ans, elles avaient maintenu la paix dans ce système. Le commerce circulait librement entre les mondes, les guerres se réglaient par le débat plutôt que par la violence, et les nouvelles espèces étaient accueillies à bras ouverts dans leur grande famille. Au-dessus de la foule, sur une estrade de pure lumière stellaire, se tenaient les êtres les plus importants de la galaxie. Le Conseil des 12 représentait l'espèce la plus ancienne et la plus sage. Ils avaient guidé la Confédération à travers d'innombrables défis et n'avaient jamais manqué de trouver des solutions satisfaisantes pour tous. L'amiral Corvache, de l'Empire altarien, redressa son uniforme doré en observant l'assemblée. Son peuple contrôlait la plus grande flotte de la galaxie et était réputé pour sa discipline militaire. À ses côtés, la chancelière Vex, de l'hégémonie Corvin, ajustait son armure de cérémonie. Les Corvins étaient les plus brillants guerriers jamais vus, et leurs armées maintenaient la paix sur 1000 mondes. De l'autre côté de la plateforme, Turion, l'orateur d'esprit du collectif éthéré, fermait les yeux pour méditer. Son peuple pouvait lire les pensées et parler sans parole, faisant d'eux de parfaits diplomates. Près de lui, le seigneur technologique Braxis de l'Union zéphirienne vérifiait ses implants mécaniques. Les Zéphiriens avaient construit la majeure partie de la technologie qui maintenait la Confédération unie. Mais à l'extrémité de la plateforme, presque oubliée des autres, se tenait une silhouette qui imposait le respect par son âge. L'ancien Zedkari était le dernier membre vivant de la race ancestrale. Son peuple avait autrefois régné sur la galaxie entière, mais c'était il y a si longtemps que la plupart des espèces les considéraient comme des mythes. Elle paraissait extrêmement ancienne, sa peau pâle tendue sur des os fragiles, ses cheveux blancs flottant comme de la soie d'araignée sur ses épaules. Ses ancêtres avaient construit les premiers vaisseaux spatiaux, créé les premières voies hyperspatiales et établi les premiers protocoles de contact pacifiques. Mais il y a 50 000 ans, ils avaient tout simplement disparu des mondes centraux. La plupart des gens les croyaient éteints. Seuls quelques-uns savaient qu'ils avaient choisi de se retirer dans les espaces vides entre les galaxies, observant de loin les espèces plus jeunes prendre leur place. Le rassemblement millénaire va maintenant commencer, annonça l'amiral Corvache, sa voix portant jusqu'aux quatre coins de l'immense salle. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer un nouveau millénaire de paix et de prospérité. Des acclamations ont fusé de la foule. Les représentants ont agité leurs drapeaux, leurs tentacules ou tout autre appendice qu'ils possédaient. La Confédération avait de quoi se réjouir. Au cours des 1000 dernières années, elle avait accueilli 67 nouvelles espèces au sein de son alliance. Les guerres étaient devenues presque inconnues. Même les menaces les plus dangereuses étaient gérées par une diplomatie prudente et des pressions économiques. Avant d'entamer nos discussions principales, poursuivit l'amiral Corvache, l'ancien Zedkari a demandé la permission de s'adresser à l'Assemblée. En tant que dernière des progénitrices, elle avait mérité le droit de parler la première. Les acclamations se changèrent en applaudissements polis. La plupart des jeunes espèces n'avaient jamais vu de progénitrice auparavant. Elle connaissait l'histoire, bien sûr, mais l'histoire ancienne lui semblait ancienne. La galaxie avait évolué bien au-delà de la sagesse que les anciennes races avaient pu posséder. L'aînée Zedkari se leva lentement de sa chaise. Elle avançait avec la démarche prudente de quelqu'un qui avait vécu bien trop longtemps et vu bien trop de choses. Arrivée à l'estrade, elle resta un instant immobile, son regard ancien scrutant la foule comme si elle voyait quelque chose qu'eux ne voyaient pas. « Mes enfants », commença-t-elle d'une voix douce, mais qui, d'une certaine manière, portait jusqu'aux quatre coins de la salle. J'ai observé cette galaxie grandir et changer pendant plus d'années que la plupart de vos espèces n'ont existé. J'ai vu l'ascension et le déclin de 1000 civilisations. J'ai assisté à la naissance d'étoiles et à la mort de mondes. Elle marqua une pause et la salle tomba dans un silence total. Il y avait quelque chose dans sa voix qui attirait l'attention, même de ceux qui avaient prévu d'ignorer son discours. Aujourd'hui, je dois partager avec vous un avertissement que mon peuple a découvert il y a longtemps. Il est gravé dans le cristal quantique de nos plus anciens coffres, écrit à l'époque où nous croyions encore pouvoir contrôler les forces que nous avions éveillées. Le seigneur de la technologie Braxus s'agita mal à l'aise sur son siège.
Les Zéphyriens étaient fiers de leur approche scientifique de tout. Les anciennes prophéties et les avertissements mystiques le rendaient nerveux. L'avertissement parle d'une jeune espèce, poursuivit l'ancien Zedkari, d'êtres bipèdes venus d'un petit monde tournant autour d'une étoile jaune. La prophétie dit « Lorsque les jeunes bipèdes du tiers-monde s'empareront du vide, que personne ne leur résiste, car ils sont le chaos incarné, et le chaos ne peut être contenu. » Des murmures parcoururent la foule. Plusieurs représentants éclatèrent de rire. La chancelière vexe de l'hégémonie Corvin se pencha en avant sur sa chaise. « Avec respect, ancien, dit-elle. Sa voix emplie de la confiance de quelqu'un qui n'avait jamais perdu une bataille. Nous apprécions la perspective historique, mais vous ne pouvez certainement pas vous attendre à ce que nous prenions au sérieux des avertissements aussi vagues. Nous possédons l'armée la plus avancée de l'histoire galactique. Nous disposons d'armes capables de briser des planètes et de boucliers capables d'arrêter les supernovas. Quelle menace une espèce primitive pourrait-elle représenter? De nouveaux rires résonnèrent dans la salle. L'idée qu'une seule espèce puisse menacer la Confédération semblait absurde. Ils disposaient de la puissance combinée de près d'1 millier de mondes. Leur technologie confinait à la magie. Ils avaient résolu tous les conflits majeurs par la force ou la diplomatie. L'expression de l'aîné Zedkari ne changea pas. Elle s'attendait à cette réaction. Elle avait déjà vécu ce même scénario au début de l'empire de son peuple. « Vous méconnaissez la nature de la menace, » dit-elle doucement. « Ce n'est pas leur technologie qui les rend dangereux. Ce n'est ni leur nombre ni leurs armes. C'est quelque chose de bien plus fondamental. Ils ne pensent pas comme nous. Ils n'acceptent pas les limites comme nous. Face à l'impossible, ils ne capitulent pas. Ils s'adaptent. » Turian, le parleur d'esprit, ouvrit ses 3 yeux et concentra ses pouvoirs mentaux sur l'ancien. Il essaya de lire dans ses pensées pour comprendre ce qu'elle croyait vraiment. Ce qu'il y découvrit le mit mal à l'aise. Son esprit était rempli d'images de mondes en flammes et de flottes détruites, mais elles ressemblaient davantage à des souvenirs qu'à de l'imagination. « Ancien, dit-il prudemment, vos pensées suggèrent que vous avez déjà vu de tels événements, mais c'est sûrement impossible. Aucune espèce n'a jamais sérieusement menacé la Confédération. Aucune espèce n'a jamais sérieusement menacé la Confédération. Non, répondit-elle, et pour la première fois, sa voix portait une note de tristesse. Aucune espèce n'a menacé cette Confédération, mais il y a eu d'autres confédérations, d'autres empires, d'autres rassemblements d'espèces fières qui croyaient que rien ne pouvait leur résister. Adore. Le silence retomba dans la salle, mais cette fois, le silence était différent, inconfortable. Plusieurs représentants s'agitèrent sur leurs sièges ou chuchotèrent à leurs voisins. « Mon peuple a appris la vérité de cette prophétie il y a 50 000 ans, ancien. » Continua Sétoukari. « Nous avons rencontré les bipèdes alors qu'ils étaient encore jeunes, prisonniers de leur monde unique. Même alors, nous pouvions en voir les signes. Leur incroyable adaptabilité. Leur refus d'accepter la défaite. Leur tendance inquiétante à trouver de nouvelles solutions à de vieux problèmes. Que s'est-il passé ? Demanda l'amiral Corvache. Une partie de lui n'était pas sûre de vouloir connaître la réponse. Nous avons choisi la sagesse plutôt que l'orgueil, et l'aîné a répondu. Nous nous sommes retirés des mondes centraux avant que la confrontation ne commence. Nous nous sommes installés dans les espaces vides entre les galaxies et avons observé de loin d'autres espèces prendre notre place. Ce fut la décision la plus difficile que mon peuple ait jamais prise, mais c'était la bonne. « C'est ridicule, » dit la chancelière Vex en se levant. « Vous nous dites que votre peuple, qui a régné sur la galaxie pendant des millénaires, a fui une espèce primitive incapable de quitter sa propre planète ? » « Oui, » répondit simplement l'ancien Zedkari. « Nous avons fui et survécu. » La foule s'est mise à discuter. Certains représentants étaient furieux, estimant que l'ancien insultait leur intelligence. D'autres étaient curieux, se demandant si l'ancien avertissement était vrai. Quelques-uns, notamment ceux des espèces plus anciennes, semblaient pensifs et inquiets. Amiral, Corvache leva la main pour demander le silence. « Ancien Zedkari, nous apprécions votre inquiétude, mais nous devons composer avec la réalité actuelle plutôt qu'avec les anciennes prophéties. La Confédération a maintenu la paix pendant 10 000 ans précisément parce que nous abordons les problèmes avec rationalité plutôt que de céder à la superstition. » Avant que l'aîné ne puisse répondre, un officier de communication se précipita dans la salle. La peau dorée du jeune altarien était rouge d'excitation, tandis qu'il approchait de l'estrade du conseil. « Amiral, dit-il à bout de souffle,
Nous avons des nouvelles urgentes de la bordure extérieure. Les stations de surveillance de l'espace lointain ont détecté quelque chose d'inédit. Amiral, Corvache fronça les sourcils. Rien n'était censé interrompre ce rassemblement millénaire, sauf les urgences les plus extrêmes. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. « Des signaux radio, monsieur. Des signaux radio organisés et structurés provenant d'un système inexploré. Les équipes d'analyse pensent qu'il s'agit d'une communication entre plusieurs sites sur une même planète. » Un silence complet s'installa dans la salle. De nouvelles espèces étaient régulièrement découvertes. Mais une communication planétaire organisée signifiait qu'une espèce avait atteint un niveau de développement industriel. De telles découvertes étaient rares et toujours importantes. Quel système ? Techlord, demanda Braxis, ses implants mécaniques calculant déjà les emplacements probables. Système solaire, monsieur. La troisième planète à partir d'une étoile jaune, à environ 26 000 années-lumière d'ici. L'aîné Zetkari ferma les yeux et soupira profondément. Après 50 000 ans d'attente, le moment était enfin arrivé. Les jeunes bipèdes du « tiers-monde », murmura-t-elle, même si ses paroles résonnèrent dans toute la salle. Ils ont conquis le vide. La foule s'est mise à bavarder avec enthousiasme. Une nouvelle espèce signifiait de nouvelles opportunités commerciales, de nouveaux échanges culturels, de nouveaux alliés. Pour la Confédération, plusieurs représentants préparaient déjà des missions de premier contact. « C'est une excellente nouvelle », a annoncé l'amiral Corvache. « Nous entamerons immédiatement les protocoles habituels de premier contact. Conformément à la loi de la Confédération, nous les aborderons pacifiquement, évaluerons leur niveau de développement et leur offrirons l'opportunité de rejoindre notre grande alliance. » Non, la voix de l'ancien Zetkari transperça la célébration comme un laser à travers le papier. Elle se tenait aussi droite que sa vieille carrure le lui permettait, ses yeux flamboyants d'une intensité qui fit reculer plusieurs représentants. « Vous ne comprenez pas ce que vous êtes sur le point de déchaîner, » dit-elle. « Cette espèce n'est pas comme les autres que vous avez accueillis dans votre alliance. Ils refusent d'accepter le rôle que vous leur assignez. Ils ne se contenteront pas d'une adhésion subalterne et d'une technologie restreinte. Ils repousseront, testeront et défieront toutes les limites que vous leur imposerez. Alors, nous les traiterons comme nous avons traité toutes les autres espèces difficiles, a déclaré fermement le chancelier Vex. Grâce à une force supérieure et à une gestion prudente, aucun monde ne peut résister à la puissance combinée de la Confédération. L'aîné Zetkari la regarda avec une pointe de pitié. « Tu ne comprends toujours pas » dit-elle. « Ils ne sont pas dangereux parce qu'ils sont forts. Ils le sont parce qu'ils refusent d'accepter leur faiblesse. Si vous leur montrez votre technologie supérieure, ils ne seront pas impressionnés. Ils vous demanderont comment elle fonctionne. Technologie. Ils ne seront pas impressionnés. Ils demanderont comment elle fonctionne. Lorsque vous démontrerez votre puissance de feu supérieure, ils ne se rendront pas. Ils planifieront comment la vaincre. Impossible, railla le seigneur de la technologie Braxis. Aucune espèce primitive ne pourrait défier une technologie perfectionnée depuis des millénaires. Ils ne la défieront pas, répondit l'aîné. Ils l'amélioreront. Ils ne le remettront pas en question, répondit l'aîné. Ils l'amélioreront. Ils trouveront des applications que vous n'auriez jamais envisagées. Ils l'associeront à des idées que vous n'auriez jamais imaginées. Et ils le feront plus vite que vous ne l'imaginez. Turian, le parleur d'esprit, concentra à nouveau ses pouvoirs, essayant de pénétrer plus profondément les pensées de l'aîné. Ce qu'il y découvrit le terrifia. Images de vaisseaux en flammes dans l'espace, de mondes s'éteignant, d'espèces fières implorant une clémence qui ne vint jamais, et, au milieu de tout cela, une marée incessante d'êtres qui ressemblaient étrangement à nombre des espèces de la Confédération actuelle. « Anciens, dit-il doucement, que nous demandez-vous exactement ? Laissez-les tranquilles. Ne les contactez pas. N'essayez pas de les intégrer à votre alliance. Laissez-les évoluer à leur rythme, à leur manière. Espérons que lorsqu'ils atteindront enfin les étoiles, ils se souviendront que certaines espèces ont préféré la sagesse à la confrontation. » Cette suggestion provoqua un choc dans l'Assemblée. La Confédération n'avait jamais ignoré une espèce nouvellement découverte. Toute sa philosophie reposait sur l'idée que toute vie intelligente pourrait bénéficier de son adhésion à leur alliance pacifique. « C'est impossible », déclara fermement l'amiral Corvache. La Confédération existe pour apporter paix et prospérité à toutes les espèces intelligentes. Nous ne pouvons pas simplement les ignorer. Alors, vous avez choisi votre voie, dit l'aîné Zetkari. Elle retourna lentement à sa chaise, se déplaçant comme une personne assistant à des funérailles.
Je prie pour que votre confiance soit justifiée, mais je crains que dans quelques années, vous ne compreniez pourquoi mon peuple a choisi l'exil plutôt que l'extinction. » L'officier de communication s'éclaircit nerveusement la gorge. « Monsieur, quels sont vos ordres concernant le premier contact ?» L'amiral Corvache parcourut la tribune du Conseil du regard. Tous les membres, sauf l'ancien, acquiesçaient. La marche à suivre était claire. « Préparez une mission de premier contact, » ordonna-t-il. « Utilisez les protocoles habituels, approchez-les pacifiquement, évaluez leur niveau de développement et proposez-leur l'adhésion à la Confédération. »« Oui, monsieur, » répondit l'officier, activant déjà son appareil de communication pour relayer les ordres. Alors qu'il quittait la salle, l'aîné Zedkari prit la parole une dernière fois. Sa voix était si basse que seuls ses proches pouvaient l'entendre, mais elle semblait résonner dans la salle comme une prophétie de malheur. « Quand tu te tiendras devant eux, murmura-t-elle, souviens-toi que tu as choisi cette voie. Souviens-toi qu'une vieille femme a tenté de t'avertir. Et souviens-toi que certaines menaces ne peuvent être vaincues, seulement libérées. » Le rassemblement millénaire se poursuivit pendant 3 jours, mais l'ambiance avait changé. L'enthousiasme suscité par la nouvelle espèce fut tempéré par les avertissements des anciens, même si la plupart des représentants jugèrent ces inquiétudes paranoïaques. Seuls quelques-uns, principalement issus des espèces les plus anciennes, quittèrent Nexus Prime avec un sentiment d'inquiétude. Ils avaient vécu assez longtemps pour savoir que les avertissements les plus importants venaient parfois de ceux qui avaient vu les conséquences de leur indifférence. Loin de là, sur un bidel, petit monde bleu en orbite autour d'une étoile jaune, des signaux radio continuaient de pulser dans l'espace. Les êtres qui les avaient envoyés ignoraient qu'ils avaient été découverts. Ils ignoraient tout de la vaste confédération d'espèces qui s'apprêtait à bouleverser leur existence à jamais. Ils continuèrent leurs occupations quotidiennes, ignorant que, quelque part dans les profondeurs de l'espace, une vieille femme pleurait l'avenir qu'elle entrevoyait venir. 5 ans s'étaient écoulés depuis le rassemblement millénaire, et l'ambassadeur Veltar de l'Empire autarcique se tenait sur le pont du vaisseau diplomatique Harmony Call, alors qu'il quittait l'hyperespace, aux confins du système spirituel. Le vaisseau était magnifique, même selon les standards de la Confédération, sa coque dorée étincelant telle une étoile capturée dans l'obscurité de l'espace. Commençant les scans passifs du système, rapporta l'officier scientifique Ketran, ses avant-bras dansant sur les panneaux de contrôle avec une aisance experte. Confirmant les observations précédentes, 9 planètes, plusieurs ceintures d'astéroïdes, un monde habité dans la zone optimale. Veltar hocha la tête en examinant les affichages. Le système paraissait banal selon les normes galactiques. L'étoile était stable et d'âge moyen. Les planètes présentaient des schémas de formation normaux et ne présentaient aucune signature énergétique inhabituelle ni aucun phénomène dangereux. C'était exactement le genre de système où une espèce en développement pourrait évoluer pacifiquement. Concentration. Scan sur la 3e planète, ordonna-t-il. Je veux tout savoir d'elle avant d'établir le contact. Les scans révélèrent un monde à la fois familier et étrange. La planète était recouverte d'eau et de terres émergées qui rappelaient à Veltar des dizaines d'autres mondes qu'il avait visités. Mais certaines différences le mettaient mal à l'aise. Les villes étaient plus grandes que prévu pour une espèce qui venait tout juste de découvrir la communication radio. L'activité industrielle était plus intense que la normale compte tenu de leur niveau de développement apparent. « Monsieur, » dit Catherine, d'une voix perplexe, « les relevés énergétiques ne correspondent pas à nos attentes. Ils produisent bien plus d'énergie qu'ils ne devraient pouvoir en générer avec une technologie primitive. »« Explique, » répondit Veltar. « Eh bien, d'après les signaux radio, nous estimons qu'ils ont mis au point une communication électromagnétique de base il y a environ 50 ans. Cela suggère un certain niveau de compréhension scientifique. Mais la production d'énergie observée suggère qu'ils maîtrisent déjà les réactions nucléaires. » Veltar fronça les sourcils. Il était inhabituel, mais pas inédit, qu'une espèce se développe de manière inégale. Certains se concentraient sur la communication, d'autres sur la production d'énergie. L'important était qu'ils étaient manifestement intelligents et qu'ils avaient atteint une coordination planétaire. « Des signes de voyage spatial ?» demanda-t-il. « Des fusées chimiques primitives » rapporta l'officier scientifique. « Ils ont réalisé un vol orbital et placé plusieurs satellites artificiels autour de leur planète. Rien qui puisse menacer les voyages interstellaires pendant au moins plusieurs décennies. C'était rassurant. La Confédération avait des protocoles stricts pour contacter les espèces ayant acquis la capacité interstellaire. Ces situations exigeaient une gestion beaucoup plus prudente,
Une espèce encore prisonnière de son système d'origine était beaucoup plus facile à intégrer en toute sécurité. Officier de communication Zantec appela Veltar à un être grand et mince au fond de la passerelle. « Êtes-vous prêt à entamer les protocoles de premier contact ?»« Oui, monsieur, » répondit Zantec. Ses capacités mentales s'activant déjà à sonder le spectre électromagnétique de la planète. J'ai surveillé leur mode de communication. Ils parlent plusieurs langues et semblent appartenir à plusieurs groupes politiques différents. Mais il y a suffisamment de similitudes pour que je puisse construire des algorithmes de communication de base. Commencez l'approche, ordonna Beltar. Mode de contact pacifique standard. Laissez-les nous voir arriver, mais suffisamment lentement pour éviter toute panique. L'appel de l'harmonie commença à se diriger vers la Terre à une vitesse qui les amènerait en orbite en environ 6 heures. Pendant leur voyage, tous les instruments du vaisseau étaient braqués sur le petit monde bleu devant eux. Ce qu'ils découvrirent continua d'intriguer l'équipage. « Monsieur, » dit Catherine, « je détecte des signatures d'armes. »« Quel genre d'armes ?» demanda Veltar. Il n'était pas particulièrement inquiet. La plupart des espèces en développement disposaient d'une technologie militaire primitive. C'est bien là le problème, monsieur. Certaines sont primitives, mais d'autres sont étonnamment avancées. Je lis des explosifs chimiques, des armes à projectiles, et, monsieur, je crois qu'ils ont des armes nucléaires. Veltar sentit un frisson lui parcourir l'échine. Les armes nucléaires représentaient une étape importante du développement. La plupart des espèces n'ont acquis la technologie nucléaire qu'à un stade beaucoup plus proche de la conquête spatiale. Une espèce dotée d'armes nucléaires, mais toujours piégée sur une planète, était potentiellement très dangereuse. « Combien d'armes nucléaires ?» demanda-t-il. « Des milliers, monsieur, répartis entre plusieurs groupes politiques. » C'était une nouvelle inquiétante. La Confédération disposait de protocoles pour gérer les espèces à capacité nucléaire, mais ceci impliquait généralement un contact beaucoup plus prudent et progressif. Une espèce dotée de milliers d'armes nucléaires pourrait très mal réagir à l'apparition soudaine de vaisseaux extraterrestres, monsieur. L'officier de communication Zantec l'interrompit. « Je reçois plusieurs signaux de la planète. Ils ont détecté notre approche. » « Déjà ?» Veltar était surpris. Ils étaient encore à plusieurs heures de la planète, et leur vaisseau utilisait un blindage diplomatique standard qui aurait dû les rendre quasiment invisibles aux capteurs primitifs. « Oui, monsieur. Ils ont des plateformes d'observation orbitale plus sophistiquées que prévu. Ils suivent nos déplacements et tentent de communiquer avec nous sur différentes fréquences. Comprenez-vous ce qu'ils disent ? Traduction sommaire. On nous envoie, répondit Zantec. La plupart des messages sont des demandes d'identification et des revendications territoriales. Plusieurs semblent être des avertissements pour se tenir à distance de la planète. Veltar fut impressionné malgré lui. La plupart des espèces contactées furent complètement choquées par l'apparition de vaisseaux extraterrestres. Ces êtres avaient détecté leur approche, les avaient identifiés comme des objets artificiels et tentaient déjà de communiquer. Cela témoignait d'une adaptabilité et d'une vivacité d'esprit remarquables. « Ouvrez un canal de communication », ordonna-t-il. « Utilisez les protocoles de premier contact standard, les symboles de paix universelle, les progressions mathématiques, les indicateurs d'amitié de base. Canal ouvert, monsieur. » Veltar activa le système de communication du vaisseau et commença à transmettre les signaux soigneusement conçus que la Confédération utilisait pour tous les premiers contacts. Des séquences mathématiques prouvant l'intelligence, des images simples témoignant d'intentions pacifiques et des informations de base sur le vaisseau et sa mission. La réponse est arrivée plus vite que prévu. « Monsieur, » dit Xantec d'une voix exhalant une certaine excitation, « ils répondent avec leurs propres séquences mathématiques. Mais monsieur, ce ne sont pas les simples progressions que nous avons envoyées. Ils nous envoient ce qui semble être des preuves mathématiques avancées. » « Quel genre de preuves ? » ?»« Des équations de mécanique quantique, monsieur. Des calculs de relativité. Et monsieur, elles sont correctes. Plus que correctes. Elles sont élégantes. Celui qui les a écrites possède une compréhension très pointue de la physique. » Veltar commençait à se sentir mal à l'aise. Les rapports des services de renseignement suggéraient une espèce primitive ayant récemment découvert la radio. La réalité s'avérait bien différente. Continuez. La séquence de communication, ordonna-t-il. Voyons jusqu'où s'étendent leurs connaissances.
Au cours des 2 heures suivantes, à mesure que l'appel des harmonies approchait de la Terre, la communication devint de plus en plus complexe. Les humains, comme ils se nommaient eux-mêmes, démontrèrent leur connaissance en physique avancée, en mathématiques complexes et en ingénierie sophistiquée. Plus important encore, ils posèrent des questions qui montraient qu'ils comprenaient les implications des voyages interstellaires et des contacts extraterrestres. Monsieur, rapporta Xantec, il s'interroge sur notre système de propulsion. C'est de la curiosité normale, répondit Veltar, même s'il fut surpris en privé par la rapidité avec laquelle ils en étaient venus aux questions techniques. Oui, monsieur, mais ils posent des questions très précises. Ils veulent en savoir plus sur la mécanique de l'hyperespace, les besoins énergétiques pour voyager plus vite que la lumière, et Zantac marqua une pause, l'air perplexe. Monsieur, il s'interroge sur le cadre théorique de la génération de gravité artificielle. Cadre théorique. Veltar ressentit un nouveau frisson. Vous voulez dire qu'ils ont déjà élaboré la théorie? Il semblerait que oui, monsieur. Ils décrivent des modèles mathématiques très proches de notre technologie actuelle. C'était sans précédent. La plupart des espèces ont eu besoin de décennies, voire de siècles, de transferts technologiques progressifs avant de pouvoir comprendre les principes du voyage hyperspatial. Ces humains semblent avoir compris les bases par eux-mêmes. Monsieur, interrompit Catherine, nous sommes scannés. Scannés? Par quoi? De multiples sources, monsieur. Ils ont des plateformes d'observation dans tout leur système qui nous ciblent. Mais, monsieur, les scans sont très sophistiqués. Ils utilisent des techniques que je pensais qu'ils ne devraient pas connaître. Veltar se dirigea vers l'écran principal et étudia l'affichage tactique. La Terre était entourée d'un réseau de satellites et de stations spatiales, tous pointés dans leur direction. Toute la capacité d'observation de la planète était concentrée sur leur unique vaisseau. Ils coordonnent leurs réponses, réalisa-t-il. Ce n'est pas une simple curiosité. Ils ont organisé une étude systématique de notre arrivée. Monsieur, ajouta Zantek, ils nous demandent si nous représentons un groupe plus large ou un gouvernement. Ils veulent connaître la structure politique de notre société et nos intentions concernant leur monde. Dites-leur que nous représentons la Confédération galactique, ordonna Veltar. Expliquez-leur que nous sommes une alliance pacifique regroupant de nombreuses espèces et que nous sommes ici pour leur proposer notre adhésion. La réponse est arrivée en quelques minutes, mais ce n'était pas celle que Veltar attendait. Monsieur, ils demandent des preuves de nos affirmations. Ils veulent des documents sur la structure de la Confédération, des exemples de notre technologie et ce qu'ils appellent une vérification d'intention pacifique. Une vérification? Ils veulent que nous nous soumettions à des analyses détaillées de notre vaisseau et de nos systèmes d'armes, monsieur. Ils demandent également des échantillons génétiques et du matériel d'échange culturel. Veltar était stupéfait. La plupart des espèces étaient tellement bouleversées par le premier contact qu'elles acceptaient tout ce que les extraterrestres leur disaient. Ces humains traitaient cette rencontre comme une négociation commerciale. De plus, monsieur, poursuivit Xantec, ils insistent pour que tout contact formel ait lieu dans ce qu'ils appellent un espace neutre. Ils veulent que nous rencontrions leurs représentants dans un lieu éloigné de la Terre et de notre vaisseau. Ils ne nous font pas confiance, réalisa Veltar. Non, monsieur, ils ne nous font pas confiance. Ils sont très polis, mais ils nous traitent clairement comme des ennemis potentiels jusqu'à preuve du contraire. Alors que l'appel des harmonies entrait en orbite autour de la Terre, Veltar se retrouva face à un monde à la fois magnifique et inquiétant. Les villes brillaient d'une lumière électrique, créant des motifs visibles depuis l'espace. Des complexes industriels envoyaient des volutes de fumée dans l'atmosphère et partout. Les signatures d'une technologie qui, plus avancée qu'il ne devrait l'être, dit Ketran à voix basse, je détecte une activité militaire à la surface. Ils déplacent leur système d'armes et mobilisent leurs forces armées. Combien d'armes? Des milliers de sites de missiles sont en activité, monsieur. Des avions sont déployés en mode défensif. Et, monsieur, plusieurs de leurs navires semblent être armés d'armes nucléaires. Veltar comprit que les humains n'étaient pas seulement curieux de leurs visiteurs. Ils se préparaient à une éventuelle guerre. Ouvrez un canal prioritaire vers la Confédération. Commandez, ordonna-t-il. Je dois parler immédiatement à l'amiral Corvache. La communication prit plusieurs minutes à s'établir à travers les vastes étendues de l'espace. Lorsque l'image de l'amiral Corvache apparut sur l'écran principal, Veltar vit qu'il était dans son bureau sur Nexus Prime, probablement occupé à consulter des rapports de routine. L'ambassadeur Veltar, l'amiral, demanda « Comment se déroule le premier contact ?»« Monsieur, nous avons un problème.
Cette espèce n'est pas celle que nous attendions. Veltar résuma rapidement leur découverte, la technologie avancée, les questions complexes, les préparatifs militaires, et surtout, l'absence totale de crainte et de soumission qui caractérise habituellement les premiers contacts. L'amiral Corvache écouta sans interruption, son expression s'élargissant, plus grave à chaque révélation. « Ambassadeur, dit-il lorsque Veltar eut terminé, êtes-vous en train de me dire qu'une espèce primitive a développé l'arme nucléaire, une observation spatiale avancée et des connaissances scientifiques sophistiquées ? Oui, monsieur. Et monsieur, il ne s'adresse pas à ce contact en quête de conseil. Il nous traite comme des égaux qui, par chance, disposent de meilleurs moyens de transport. C'est impossible. Nos rapports de renseignement indiquaient une espèce qui avait à peine réussi à communiquer par radio. Monsieur, je pense que nos rapports étaient être incomplets. D'après ce que je vois, ils ont réussi à communiquer par radio il y a 50 ans, mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont développé la technologie à une vitesse sans précédent. L'amiral Corvache resta silencieux un long moment. En arrière-plan, Veltar pouvait voir d'autres officiers de la Confédération s'affairer dans le centre de commandement, s'occupant des affaires courantes de gouvernance galactique. Ambassadeurs, poursuivez les protocoles habituels de premier contact. Offrez-leur une adhésion junior à la Confédération. Assurez-leur des transferts de technologie de base. Et conservez des traces détaillées de leurs actions et de leurs déclarations. Monsieur, je ne pense pas qu'ils accepteront une adhésion junior. Que voulez-vous dire ? Ils posent des questions sur la structure de la Confédération, les processus décisionnels et les droits des espèces membres. Ils ne se demandent pas comment nous pouvons nous joindre à nous. Ils se demandent plutôt pourquoi nous devrions nous joindre à nous. L'expression de l'amiral Corvache se durcit. Ambassadeur, toutes les espèces souhaitent rejoindre la Confédération. Nous offrons la paix, la prospérité, une technologie avancée et une protection contre les menaces extérieures. Aucune espèce intelligente n'a jamais refusé d'y adhérer. Oui, monsieur, mais ces humains sont différents. Ils s'interrogent déjà sur les restrictions technologiques, les limitations territoriales et ce qu'ils appellent les questions de souveraineté. Alors, renseignez-les, dit fermement l'amiral. Expliquez-leur les avantages de l'adhésion à la Confédération. Montrez-leur ce qu'ils peuvent gagner en rejoignant notre alliance. Je ferai de mon mieux, monsieur. Et, monsieur l'ambassadeur, surveillez attentivement leurs activités militaires. S'ils montrent le moindre signe d'agression, retirez-vous immédiatement et demandez une escorte militaire. S'ils montrent le moindre signe d'agression, retirez-vous immédiatement et demandez une escorte militaire. Compris, monsieur. La communication prit fin, laissant Veltar seul avec son équipage, avec un sentiment croissant de malaise. En dessous d'eux, la Terre poursuivait sa rotation, leur montrant de vastes continents peuplés de villes, de complexes industriels et d'installations militaires. C'était un monde qui semblait prêt à tout. Monsieur, rapporta Zantek, les humains demandent l'autorisation d'envoyer des représentants sur notre vaisseau pour des négociations directes. Combien de représentants ? Une délégation de 12, monsieur. Ils les appellent spécialistes techniques et personnel diplomatique. Veltar examina la requête. Les protocoles standards autorisaient des visites extraterrestres limitées à bord des vaisseaux de la Confédération, mais généralement seulement après l'établissement d'une confiance élémentaire. Accorder la permission, décida-t-il, mais avec des protocoles de sécurité stricts. Accès interdit aux zones sensibles et toutes les communications surveillées. Oui, monsieur. Tandis que Veltar regardait la Terre s'agrandir sur l'écran, il se souvint des avertissements de l'ancien Zedkari 5 ans plus tôt. L'ancêtre avait parlé d'une espèce qui n'accepterait aucune limitation, qui remettrait en question toute hypothèse, qui refuserait d'être contrôlée. En regardant les villes illuminées et les complexes industriels animés de la Terre, Veltar commençait à comprendre ce qu'elle voulait dire. Ces humains n'allaient pas être faciles à intégrer à la Confédération. En fait, il commençait à se demander si l'intégration était vraiment possible. Mais l'amiral avait sûrement raison. Aucune espèce n'avait jamais refusé d'adhérer à la Confédération. Les avantages étaient trop évidents, trop grands. Une fois que les humains auraient compris ce qui leur était proposé, ils accepteraient certainement, n'est-ce pas ? 30 ans s'étaient écoulés depuis le premier contact, et la Confédération galactique commençait à réaliser que l'humanité ne ressemblait à aucune autre espèce qu'elle avait jamais rencontrée. Ce qui avait commencé comme un processus d'intégration routinier était devenu une source constante de tension et d'inquiétude
pour les dirigeants confédérés. L'amiral Thrakmor, du Corvin Hegemony, se tenait sur le pont d'observation du croiseur de bataille Iron Resolve, observant la colonie humaine non autorisée de New Geneva par le hublot. La planète en contrebas paraissait paisible avec ses océans bleus et ses continents verdoyants, mais Thrakmor savait que les apparences pouvaient être trompeuses lorsqu'il s'agissait d'humains. « Rapport de situation », ordonna-t-il, sa voix rauque résonnant dans le centre de commandement. « Capitaine », Vexra s'approcha avec un bloc de données, l'air troublé. « Monsieur, nos analyses confirment les informations de l'équipe d'inspection. Les humains ont construit ici une colonie industrielle pleinement fonctionnelle, dotée d'installations de production de pointe, d'installations défensives et d'une population de près de 2 millions d'habitants. » 2 millions ? Thrakmor était sous le choc. Nos rapports de renseignement indiquaient que ce système était inhabité. C'était inhabité, monsieur. Habité, monsieur, il y a 6 mois. Les humains ont construit tout cela en moins de 6 mois. Plus de traces ont regardé la planète en dessous. Construire une colonie à partir de zéro en 6 mois était pratiquement impossible, même avec une technologie avancée. La plupart des espèces de la Confédération avaient besoin d'années ou de décennies pour établir des colonies majeures. Comment est-ce possible ? Ils ont utilisé des techniques de construction modulaire, monsieur, des composants préfabriqués pouvant être assemblés rapidement. Mais, monsieur, les capacités de production qu'ils ont établies dépassent largement ce que nous avons autorisé pour les colonies humaines. Thrakmor a examiné les données sur son écran personnel. Les humains avaient reçu des transferts de technologie limités et la permission d'établir des colonies dans 3 systèmes spécifiques qu'ils étaient censés développer lentement et soigneusement sous la direction et la supervision de la Confédération. Au lieu de cela, ils avaient en quelque sorte acquis une technologie de fabrication avancée, établi des colonies dans des dizaines de systèmes non autorisés et construit des installations industrielles qui rivalisaient avec celles des membres beaucoup plus anciens de la Confédération. « Monsieur, » poursuivit le capitaine Vexra, « il y a autre chose. Nous avons détecté des signatures d'armes. De quel type d'armes s'agit-il ? De conception inconnue, monsieur. Ils n'utilisent aucune technologie que nous leur avons fournie. Les signatures énergétiques ne ressemblent à rien de ce que nous avons trouvé dans nos bases de données. » Thrakmor sentit une colère familière monter dans sa poitrine. Les Corvins avaient maintenu la paix galactique pendant des millénaires, grâce à leur supériorité militaire et à une gestion rigoureuse du développement technologique. L'idée qu'une espèce subalterne ait pu développer des armes que son peuple ne pouvait identifier était profondément troublante. « Ouvrez un canal de communication avec la planète », ordonna-t-il. « Je veux parler à celui qui est aux commandes là-bas. » La communication s'établit rapidement et un visage humain apparut sur l'écran principal. Thrakmor était toujours perturbé par les visages humains. Ils ressemblaient étrangement à plusieurs espèces de la Confédération, mais il y avait quelque chose de différent dans leurs yeux. Ils vous regardaient droit dans les yeux, sans la déférence respectueuse que la plupart des espèces témoignaient à leurs supérieurs. « Ici le gouverneur Marcus Steele de la colonie de New Geneva, » dit l'humain. Sa voix était calme et assurée, sans la crainte que Thrakmor attendait de quelqu'un affrontant une flotte de combat corvin. « Gouverneur Steele, » répondit Thrakmor, « je suis l'amiral Thrakmor de l'hégémonie corvin. Vous violez les lois de la Confédération sur les colonies. Ce système n'était pas autorisé pour la colonisation humaine. Avec tout le respect que je vous dois, amiral, a déclaré Steele, nous avons consulté le registre de la Confédération. Ce système était répertorié comme non réclamé et disponible pour développement. Le registre est réservé aux membres en règle de la Confédération. L'humanité a un statut de membre junior, ce qui limite vos droits d'expansion. »« Je vois, » dit Steele, sans que son expression change. « Et que comptez-vous faire à ce sujet ?» Thrakmor fut déconcerté par la franchise de la question. La plupart des espèces auraient immédiatement présenté leurs excuses et proposé de négocier. Cet humain s'enquérait des conséquences, comme s'il comptait les gérer. « Vous allez évacuer immédiatement ce système, » ordonna Thrakmor. « Tout le personnel et l'équipement humain seront retirés dans les 30 jours ouvrables. De plus, vous remettrez toute technologie non autorisée à la Confédération pour inspection. » Steele resta silencieux un instant, puis sourit. Ce n'était pas un sourire agréable. « Amiral, dit-il, je crains que cela n'arrive pas. »« Amiral, dit-il, j'ai bien peur que cela n'arrive pas. »« Pardon ? J'ai dit que cela n'arriverait pas. La Nouvelle-Genève est une colonie humaine souveraine. Nous avons 2 millions de citoyens, ici, qui ont bâti leur vie dans ce système.
Nous n'abandonnerons pas leur foyer pour des formalités administratives. Throckmore sentit sa colère monter en flèche. Aucune espèce junior n'avait jamais adressé un tel manque de respect à un amiral de la Confédération. Gouverneur, Steele, vous semblez mal comprendre la situation. J'ai 12 croiseurs de bataille en orbite autour de votre planète. Vous n'avez pas le choix. En fait, amiral, je pense que c'est vous qui vous méprenez. Avant que Throckmore ne puisse répondre, son officier tactique cria de l'autre côté de la passerelle. « Monsieur, de nouveaux contacts apparaissent sur les capteurs. » « Quel genre de contacts ?»« Des vaisseaux, monsieur. Des vaisseaux humains. Ils se démasquent tout autour de nous. » Throckmore se tourna vers l'écran tactique principal et sentit son sang se glacer. Des dizaines de vaisseaux étaient apparus de nulle part, autour de sa flotte. Ils étaient élégants et anguleux, complètement différents de tous les modèles humains qu'il avait vus auparavant. « D'où venaient-ils » demanda Tay. « Inconnu, monsieur. Il n'était pas là il y a un instant. Il devait être doté d'une technologie furtive avancée. Sur l'écran de communication, le gouverneur Steele souriait toujours. Ce sont nos plateformes de défense orbitale, amiral, entièrement automatisées, très rapides et équipées d'armes que vos ordinateurs ne peuvent probablement pas identifier. Impossible, dit Throckmore. Les humains n'ont pas accès à la technologie furtive ni au système d'armes automatisées. Nous n'avons pas accès à votre furtivité. Technologie, l'acier, corrigé. Nous avons développé la nôtre. Il s'avère qu'il existe plusieurs façons de résoudre la plupart des problèmes d'ingénierie. Il suffit d'être prêt à sortir des sentiers battus. « Monsieur !» cria l'officier tactique. « Les vaisseaux humains ciblent les nôtres. Je lis des informations de verrouillage d'armes provenant de plusieurs sources. » Throckmore regarda à nouveau l'écran tactique. Ces 12 croiseurs de bataille étaient presque 3 fois moins nombreux que des navires de capacité inconnue. Ce n'était pas l'avantage écrasant qu'il escomptait. « Gouverneur Steele, dit-il prudemment, vous ne pouvez pas menacer sérieusement les navires militaires de la Confédération. Je ne menace personne, amiral. Je vous signale simplement que votre présence ici est importune. Vous êtes sur le territoire souverain des humains. Vous n'êtes ni invité ni le bienvenu. Je vous demande poliment de partir. » Et si nous refusons, le sourire de Steele s'évanouit. Et pour la première fois, Throckmore vit dans les yeux de l'humain quelque chose qui le mit véritablement mal à l'aise. Ce n'était ni de la peur, ni de la colère. C'était un calcul. Vous découvrirez alors que les humains sont devenus très doués pour résoudre les problèmes, dit-il à voix basse. Throckmore ouvrit un canal de communication privé avec ses commandants de flotte. Tous les navires. Position défensive. Préparez-vous à un éventuel engagement, répondit le capitaine Murdoch du croiseur de bataille Eternal Victory. Ces vaisseaux humains utilisent une technologie inconnue. Je ne peux garantir l'issue d'un combat. Throckmore fixa l'écran tactique. L'hégémonie Corvin n'avait pas perdu une bataille spatiale depuis plus de 1000 ans. Leurs vaisseaux étaient les meilleurs de la galaxie, leurs armes les plus puissantes, leurs tactiques affinées par des siècles d'expérience. Mais, en regardant les élégants vaisseaux humains qui entouraient sa flotte, il ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais éprouvé auparavant. L'incertitude. « Gouverneur Steele, dit-il en rouvrant le canal de communication, vous commettez une grave erreur. La Confédération possède des ressources inimaginables. Si vous nous résistez ici, vous attirerez la colère de 1000 mondes sur l'humanité. »« Peu. Être, » répondit Steele. « Mais ce sera pour demain. Le problème d'aujourd'hui est plus simple. Allez-vous partir pacifiquement ou devons-nous vous aider ?» Le silence s'installa sur la passerelle de l'Iron Resolve. Chaque officier fixait ses instruments, essayant de comprendre comment une confrontation avec une espèce primitive avait pu soudainement se transformer en affrontement militaire. « Monsieur, » chuchota l'officier des communications, « nous recevons des transmissions prioritaires du commandement de la Confédération. Il nous ordonne de nous retirer et d'éviter tout engagement. » Throckmore était stupéfait. « Se retirer ? » ?»« Oui, monsieur. L'amiral Corvache en personne est sur le canal. » L'écran principal s'est mis à montrer l'amiral Corvache dans son centre de commandement sur Nexus Prime. Le chef altarien paraissait plus âgé que Throckmore ne le pensait, et une tension se lisait sur ses traits dorés. « Amiral Throckmore, dit Corvache, vous allez immédiatement retirer votre flotte du secteur Sol. Retournez dans l'espace Confédération et attendez les ordres. Monsieur, les humains violent les lois de la colonie. Ils menacent également les navires militaires de la Confédération. Je comprends la situation, amiral.
De nouvelles informations ont été révélées. Concernant les capacités humaines, un engagement en ce moment serait déconseillé. Monsieur, sauf votre respect, nous sommes plus nombreux qu'eux. Notre puissance de feu est supérieure. Vraiment ? Demanda Corvache à voix basse. Amiral, il y a 3 jours, des vaisseaux humains sont apparus simultanément dans 7 systèmes de confédération différents. Ils ont transmis des messages à nos commandants régionaux, puis ont disparu avant que nos capteurs puissent effectuer des analyses détaillées. Ils ont démontré leur capacité à pénétrer notre espace le plus sécurisé et à se retirer sans être détectés. Thrakmor sentit un frisson lui parcourir l'échine. Les implications étaient stupéfiantes. De plus, poursuivit Corvache, nos services de renseignement ont découvert que des humains développaient secrètement une technologie bien supérieure à celle que nous leur fournissions. Ils semblent avoir rétroconçu et amélioré chaque système que nous leur avons partagé. Comment est-ce possible ? On l'ignore. Mais amiral, ils ont eu 30 ans pour étudier notre technologie. Ils savent. Mais amiral, ils ont eu 30 ans pour étudier notre technologie. Apparemment, ils ont été très occupés. Sur l'écran de communication, le gouverneur Steele attendait toujours patiemment. Son expression était calme, mais quelque chose dans son regard suggérait qu'il écoutait chaque mot des communications internes de la Confédération. Surveille-t-il nos canaux sécurisés ? Communication interne. Surveille-t-il nos canaux sécurisés ? Demanda Thrakmor à voix basse. Nous devons supposer que oui, répondit Corvache. Amiral, retirez votre flotte. C'est un ordre direct. Thrakmor regarda autour de lui, sur le pont, les visages de ses officiers. Ils le regardaient tous, attendant des ordres. C'étaient des guerriers vétérans qui n'avaient jamais connu la défaite, mais ils lisaient l'incertitude dans leurs yeux pour la première fois. Tous les vaisseaux, annonça-t-il, se préparent à quitter le système. Très sage, amiral, dit le gouverneur Steele depuis l'écran principal. Et, amiral, la prochaine fois que des vaisseaux de la Confédération entreront dans l'espace humain sans autorisation, nous ne serons pas aussi polis pour leur demander de partir. La communication prit fin, laissant Thrakmor face à un écran vide. Autour de sa flotte, les vaisseaux humains maintenaient leur position, leurs armes toujours braquées sur les vaisseaux de la Confédération. « Monsieur », rapporta l'officier tactique, « les vaisseaux humains maintiennent leur position. Ils ne poursuivent pas, mais ne se retirent pas non plus. Exécutez le repli, » ordonna Thrakmor. Tous les vaisseaux, retournés dans l'espace de la Confédération. Alors que la flotte Corvin enclenchait ses moteurs hyperspatiaux et s'éloignait de New Geneva, Thrakmor repensa aux avertissements de l'ancien Zedkari, 35 ans plus tôt. Le vieil ancêtre avait dit que les humains étaient dangereux non pas parce qu'ils étaient forts, mais parce qu'ils refusaient d'accepter leur faiblesse. En consultant les enregistrements tactiques de la rencontre, Thrakmor réalisa que les humains n'avaient jamais prétendu être plus forts que la Confédération. Ils avaient tout simplement refusé de reculer, et ce refus avait suffi, d'une manière ou d'une autre, à forcer la Confédération à se replier. De retour sur Nexus Prime, l'amiral Corvache se tenait dans son centre de commandement, entouré de rapports provenant de toute la galaxie. Des activités humaines étaient détectées dans des dizaines de systèmes. Des vaisseaux inconnus utilisant une technologie inconnue apparaissaient et disparaissaient à volonté, et, plus inquiétant encore, des représentants humains prenaient contact avec d'autres membres de la Confédération, posant des questions sur les accords commerciaux, les droits territoriaux et la structure des alliances. Monsieur, rapporta son assistant, nous avons reçu des communications officielles de 17 colonies humaines différentes. Elles déclarent toute leur indépendance vis-à-vis de la Confédération. Combien de colonies possèdent-elles ? Demanda Corvache. Nous n'en sommes pas sûrs, monsieur. Notre dernier décompte faisait état de 12 colonies autorisées. Nous détectons désormais une activité humaine dans plus de 50 systèmes. Corvache se dirigea vers la grande fenêtre donnant sur la capitale de Nexus Prime. Pendant 10 000 ans, ce monde avait été le centre de la civilisation galactique. La Confédération avait apporté paix et prospérité à près d'1 millier d'espèces grâce à une gestion rigoureuse et à une force supérieure. Monsieur, poursuivit l'assistant, il y a plus. Les humains demandent une réunion officielle avec le Conseil de la Confédération. Ils veulent discuter de ce qu'ils appellent des conditions d'adhésion révisées. Des conditions révisées ? Oui, monsieur. Ils proposent un statut de membre à part entière, avec des droits de vote égaux, des privilèges d'expansion illimités et une indépendance technologique complète. Corvache resta silencieux un long moment. Dans l'histoire de la Confédération, aucune espèce n'avait jamais exigé un statut égal comme condition d'adhésion.
Le système reposait sur une hiérarchie, les espèces les plus âgées et les plus avancées guidant les plus jeunes. Et si nous refusions leur demande? Ils ne l'ont pas dit, monsieur. Mais au vu des événements d'aujourd'hui, je pense que nous devons supposer qu'ils sont préparés à cette éventualité. Corvache songea au rapport tactique de l'amiral Trackmore, aux vaisseaux humains apparaissant et disparaissant à volonté, à la technologie que les capteurs de la Confédération ne pouvaient identifier, au système d'armes aux capacités inconnues. Pour la première fois depuis 10 000 ans, la Confédération galactique faisait face à une espèce susceptible de défier son autorité. La question était de savoir quoi faire. Organiser une réunion avec le Conseil plénier, ordonna-t-il. Nous devons discuter de nos options. Oui, monsieur. Que dois-je dire aux humains au sujet de leur demande de négociation? Que dois-je dire aux humains au sujet de leur demande de négociation? Corvache contemplait le paysage urbain paisible en contrebas. 10 000 ans de paix et de prospérité avaient été bâtis sur les fondations de la supériorité de la Confédération. Si ces fondations se fissuraient, tout pourrait s'écrouler. Dites-leur que nous allons y réfléchir, dit-il finalement, et commencer à préparer des plans d'urgence. Si ces humains veulent défier la Confédération, nous devons être prêts à les affronter. Alors que la nuit tombait sur Nexus Prime, les rapports continuaient d'affluer de toute la galaxie. Des vaisseaux humains sillonnaient l'espace de la Confédération avec une apparente impunité. Des colonies humaines déclaraient leur indépendance. Et quelque part, dans l'obscurité entre les étoiles, un avertissement ancien se réalisait enfin. Les jeunes bipèdes du tiers-monde avaient bel et bien conquis le vide. Et désormais, personne ne savait comment les arrêter. La guerre ne débuta pas par une déclaration ou une annonce officielle, mais par un simple message diffusé sur tous les canaux de communication de la galaxie. La voix était celle de l'amiral Sarah Shen, fille du premier ambassadeur humain et désormais commandante de la force de défense coloniale humaine. Pour toutes les espèces de la Confédération galactique, sa voix résonnait clairement à travers l'espace, atteignant chaque monde habité, chaque station spatiale et chaque vaisseau de la galaxie. Depuis 35 ans, l'humanité tente d'opérer au sein de votre système. Nous avons suivi vos règles, accepté vos restrictions et tenté de construire une relation pacifique avec votre alliance. Au centre de commandement de Nexus Prime, l'amiral Corvache écoutait la transmission avec une appréhension croissante. Autour de lui, son équipe s'efforçait frénétiquement de retracer l'origine du signal, mais les humains avaient réussi à détourner tous les satellites et relais de communication stationnés dans l'espace de la Confédération. Cependant, poursuivit l'amiral Shen, les événements récents ont clairement montré que la Confédération ne peut accepter l'humanité comme un partenaire égal. Vous nous voyez comme des membres subalternes qui devraient être reconnaissants pour les bribes de technologie et de territoire que vous choisissez de partager. Vous ne pouvez comprendre que nous n'accepterons jamais une position d'infériorité permanente. L'amiral Trackmore se tenait sur le pont de son vaisseau amiral, l'imposant croiseur de bataille Eternal Victory, à la tête d'une flotte de plus de 200 navires de guerre corvins en direction du système Sol. La Confédération avait décidé que le problème humain devait être résolu de manière décisive, et les Corvans étaient la meilleure force militaire de la galaxie. Par conséquent, continua la voix de Chen, l'humanité se retire officiellement de la Confédération galactique. Toutes les colonies humaines sont désormais indépendantes. Tout le personnel de la Confédération a 48 heures pour quitter l'espace humain. Tout vaisseau militaire restant après cette date sera considéré comme hostile. Monsieur, rapporta le capitaine Mordog de la station tactique, nous détectons d'importantes accumulations d'énergie dans tout le système solaire. Les humains semblent activer leur système défensif. Trackmore étudia les capteurs longue portée, alors que sa flotte approchait de la limite extérieure du système, ce qu'il vit le mit mal à l'aise. Les humains avaient transformé leur système d'origine en forteresse. Des plateformes défensives entouraient chaque planète majeure. Les exploitations minières d'astéroïdes avaient été transformées en usines de fabrication d'armes, et l'espace entre les mondes était rempli de patrouilleurs utilisant cette mystérieuse technologie furtive. « Combien de vaisseaux affrontons-nous » demanda-t-il. « Inconnu, monsieur. Nos capteurs ne peuvent détecter que ceux qu'ils veulent nous montrer. D'après les estimations de capacité industrielle, ils pourraient posséder entre 500 et 5000 vaisseaux. » Trackmore ne s'inquiétait pas particulièrement de ces chiffres. Les vaisseaux corvins étaient plus grands, plus lourdement armés, et leur équipage était composé de guerriers possédant des milliers d'années d'expérience. La quantité n'a jamais remplacé la qualité. Le message de l'amiral Shen
se concluait par des mots qui resteraient gravés dans les mémoires tout au long de l'histoire galactique. À ceux qui croient que la force fait le droit, nous offrons ce rappel. Vous n'avez jamais affronté d'ennemis refusant de capituler. Vous êtes sur le point de le faire. Découvrez pourquoi c'est important. Le premier engagement eut lieu à la station Kepler, un centre de recherche de la Confédération dans le système solaire extérieur. L'amiral Trackmore avait prévu de la capturer intacte et de l'utiliser comme base pour des opérations contre la Terre. L'opération aurait dû être simple contre une cible faiblement défendue. Au lieu de cela, elle tourna au cauchemar. La station avait été évacuée, mais à l'approche des vaisseaux Corvin, elle explosa avec la force d'une petite étoile. L'onde de choc endommagea 3 croiseurs de bataille et détruisit complètement 2 vaisseaux d'escorte. Mais ce n'était que le début. Tandis que la flotte Corvin se regroupait, des vaisseaux humains apparurent de nulle part. Ils se matérialisèrent derrière les vaisseaux de la Confédération, tirèrent des salves dévastatrices d'une sorte d'arme énergétique, puis disparurent avant que les tirs de riposte ne puissent être ciblés. C'était comme combattre des fantômes. « Monsieur », rapporta le capitaine Murdoch d'une voix tendue, « nous avons perdu 7 vaisseaux et n'avons pas réussi à toucher l'ennemi. »« Comment est-ce possible ?» demanda Trackmore. « Ils utilisent une sorte de technologie de tunnel quantique, monsieur. Ils peuvent apparaître instantanément n'importe où dans le système, tirer et disparaître avant que nos systèmes de visée ne puissent les verrouiller. » Trackmore n'avait jamais rien vu de tel. En des milliers d'années de guerre, les Corvins ont toujours compté sur une puissance de feu et des capacités défensives supérieures. L'idée d'un ennemi capable de frapper sans prévenir et de disparaître sans laisser de traces était totalement étrangère à leur expérience. Changement. Tactique, ordonna-t-il. Formation défensive complète. Concentrez-vous sur la protection de nos navires lourds et attendez qu'ils commettent une erreur. Mais les humains ne commettaient pas d'erreur. Ils poursuivirent leurs attaques éclairs pendant des heures, réduisant lentement la flotte de la Confédération. Chaque attaque était parfaitement coordonnée, ciblant les vaisseaux les plus vulnérables avec des armes qui semblaient conçues spécifiquement pour percer les défenses Corvin. « Monsieur !» cria l'officier des communications. « Nous recevons une transmission d'un des vaisseaux humains. » Passez-là. L'écran principal montrait une femme vêtue de ce qui semblait être un uniforme militaire. Elle paraissait jeune selon les critères humains, mais son regard exprimait la confiance de quelqu'un qui n'avait jamais connu la défaite. « Je suis le capitaine Elena Vasquez du vaisseau de défense humain Rétribution, » dit-elle. « Amiral Trackmore, votre flotte est encerclée et sous-armée. Je vous offre une chance de quitter ce système pacifiquement. » Trackmore sentit sa colère monter. Une espèce junior lui proposait une reddition. « Capitaine Vasquez, » répondit-il, « je commande la meilleure force militaire de la galaxie. On ne se retire pas d'une espèce primitive avec une technologie volée. » Vasquez sourit, et Trackmore fut troublé de constater qu'elle avait l'air sincèrement amusée. « Amiral, dit-elle, il n'y a rien de primitif dans les moteurs à effet tunnel quantique, l'intelligence artificielle adaptative ou les systèmes de défense autoréplicatifs, et nous n'avons pas volé cette technologie. Nous l'avons inventée. Impossible, n'est-ce pas? Amiral, votre peuple utilise les mêmes technologies de base depuis des millénaires. Vous les avez perfectionnées, améliorées, rendues plus efficaces, mais vous n'avez jamais vraiment innové. Vous n'en avez jamais eu besoin, car vous avez toujours bénéficié de la supériorité numérique et des ressources. Trackmore s'apprêtait à réagir lorsque son officier tactique lança l'alarme. « Monsieur! De nouveaux contacts! Des centaines !» L'écran tactique s'illumina de nouveaux symboles tandis que des vaisseaux humains se matérialisaient au sein de la formation Corvin. Mais il ne s'agissait pas des petits vaisseaux d'attaque rapides qu'ils combattaient. Il s'agissait de vaisseaux massifs, plus grands que les croiseurs de bataille Corvin, et hérissés d'armes totalement inconnues des capteurs de la Confédération. De notre côté, poursuivit le capitaine Vasquez, nous savons depuis 35 ans que nous pourrions devoir affronter la galaxie entière. Nous avons dû faire preuve de créativité. Nous avons dû innover. Et, amiral, nous y sommes devenus très doués. La flotte de combat humaine ouvrit le feu simultanément, et Trackmore observa avec horreur sa fière armada commencer à s'éteindre. Les boucliers corvins, conçus pour s'arrêter. Les armes les plus puissantes de l'espace connu s'effondrèrent sous l'assaut des armes énergétiques humaines. Les blindages qui avaient protégé ces vaisseaux au cours d'innombrables batailles furent tranchés comme du papier. À tous les vaisseaux, ordonna-t-il, saut hyperspatial d'urgence, repliez-vous immédiatement. Mais lorsque ces vaisseaux tentèrent d'activer leurs moteurs hyperspatiaux, rien ne se produisit. Les moteurs hyperspatiaux ne répondent pas, rapporta le capitaine Murdoch.
Quelque chose interfère avec nos systèmes de navigation. À l'écran, le capitaine Vasquez souriait toujours. Hyperespace. Champs inhibiteurs, expliqua-t-elle. Une autre de nos innovations. Aucun moteur hyperspatial ne peut quitter ce système tant que nous ne l'aurons pas désactivé. Trackmore réalisa avec une horreur croissante que toute sa flotte était piégée. Les humains avaient transformé le système solaire en prison et ses vaisseaux mouraient un à un sous l'assaut incessant d'armes injustifiées. « Capitaine Vasquez, dit-il désespérément, que voulez-vous ? Capitaine Vasquez, dit-il désespérément, que voulez-vous ? Que voulons-nous ? Répéta-t-elle. Nous voulons que vous compreniez que l'humanité n'acceptera plus jamais un statut de seconde zone. Nous voulons que vous transmettiez un message à la Confédération. Et, amiral, nous voulons que vous vous souveniez que cela aurait pu être évité si vous nous aviez simplement traités d'égal à égal. Je transmettrai votre message, dit Trackmore, se détestant de la défaite qu'il acceptait. Bien. Les inhibiteurs d'hyperespace seront désactivés dans 10 minutes. Vous avez ce temps pour récupérer vos survivants et partir. Si un vaisseau de la Confédération pénètre à nouveau dans l'espace humain sans autorisation, nous ne serons pas aussi généreux. L'écran s'éteignit, laissant Trackmore seul avec les débris de sa flotte et la certitude que tout ce qu'il avait cru sur la supériorité de la Confédération était faux. Des 200 vaisseaux entrés dans le système Sol, seuls 37 survécurent pour rapporter la nouvelle de la défaite à Nexus Prime. La bataille dura moins de 6 heures, mais elle marqua la fin de la suprématie militaire de la Confédération. La nouvelle du désastre se répandit rapidement dans l'espace confédéré. La puissante hégémonie des Corvins, invaincue depuis plus de 1000 ans, avait été écrasée par une espèce qui n'était pas censée posséder une technologie avancée. La panique se répandit sur les mondes membres lorsqu'ils comprirent que leur protecteur n'était pas invincible. Mais les humains n'en étaient qu'au début. Au cours des mois suivants, des vaisseaux humains apparurent dans l'espace de la Confédération, effectuant ce qu'ils appelaient des missions de reconnaissance. Ils se matérialisaient près d'installations importantes, effectuaient des analyses détaillées, puis disparaissaient avant que les forces de défense ne puissent intervenir. Il était clair qu'ils cartographiaient les atouts militaires de la Confédération et cherchaient leurs faiblesses. L'impact psychologique fut dévastateur. La Confédération avait maintenu son contrôle grâce à la conviction que sa technologie et sa puissance militaire étaient inégalées. Les humains avaient brisé cette croyance en une seule bataille. Les espèces membres commencèrent à remettre en question l'intérêt d'appartenir à la Confédération. Si les puissants Corvins pouvaient être vaincus si facilement, quelle protection l'Alliance pouvait-elle réellement offrir ? Certains mondes commencèrent à établir des contacts secrets avec des représentants humains, explorant la possibilité de changer de camp. Dans les profondeurs de l'espace, l'aîné Zedkari observait la crise se dérouler depuis son vaisseau d'exil et se souvenait de la décision de son propre peuple de se retirer plutôt que d'affronter les ancêtres de l'humanité. Les ancêtres avaient eu la sagesse d'éviter cette confrontation. La Confédération actuelle apprenait trop tard ce que son peuple savait depuis 50 000 ans. L'humanité n'était pas une espèce parmi d'autres à gérer et à contrôler. Elle était quelque chose de totalement différent, quelque chose que les méthodes traditionnelles ne pouvaient contenir. Il représentait l'évolution en action, l'adaptation personnifiée, l'innovation incarnée, et ce n'était que le début. La guerre que la Confédération avait entreprise pour maintenir son autorité se transformait rapidement en une lutte pour sa survie. Les humains avaient démontré leur supériorité technologique, leur intelligence tactique et, plus terrifiant encore, leur refus absolu d'accepter la défaite, quelles que soient les circonstances. Tandis que l'amiral Corvache étudiait les rapports qui affluaient de toute la galaxie, il commença à comprendre ce contre quoi l'ancien Zedkari avait tenté de les mettre en garde des années auparavant. L'humanité n'était pas dangereuse parce qu'elle était forte. Elle l'était parce qu'elle rendait la force des autres inutile. La question était désormais de savoir si la Confédération parviendrait à faire la paix avec un ennemi qui avait prouvé sa capacité à gagner n'importe quelle guerre. Et si l'humanité serait intéressée par la paix, ou si elle avait décidé que la galaxie avait besoin d'une nouvelle gouvernance. Quoi qu'il en soit, l'ère de la domination de la Confédération était révolue. L'ère de l'humanité avait commencé. 2 ans après la bataille de Sol, la guerre se terminait d'une manière que personne au sein de la Confédération galactique n'aurait imaginé possible. La victoire n'avait pas été obtenue grâce à la supériorité numérique ou à la technologie avancée. Elle avait été vaincue par quelque chose de bien plus fondamental. Le refus de l'humanité d'accepter cette défaite était inévitable.
L'amiral Sarah Chen se tenait sur le pont de commandement du vaisseau de défense humain indomitable, observant par le hublot Nexus Prime s'agrandir devant eux. La capitale de la Confédération galactique était telle qu'elle était lors du premier contact de l'humanité, 40 ans auparavant. Mais tout le reste avait changé. Les fières flottes qui patrouillaient autrefois ces systèmes étaient soit détruites, soit cachées dans des systèmes stellaires lointains. La puissante alliance qui avait régné sur la galaxie pendant 10 000 ans s'apprêtait à capituler. L'amiral, rapporta le commandant James Harrison de la station tactique, le commandement de défense de la Confédération demande l'autorisation de discuter des conditions. Faites-les passer, ordonna Shen. L'écran principal s'activa pour montrer l'amiral Corvache et ce qui restait du centre de commandement de la Confédération. Le fier chef altarian paraissait plus âgé que son âge, sa peau dorée ternie par le stress et la défaite. Autour de lui, Chen pouvait apercevoir les vestiges d'un état-major qui avait autrefois coordonné les activités d'un millier de mondes. L'amiral Chen, Corvache, dit d'une voix lourde d'épuisement. « Je suis prêt à discuter des conditions de la reddition de la Confédération. » Shen observa le chef extraterrestre qui avait autrefois rejeté l'humanité comme une espèce primitive digne d'une simple adhésion. Il n'y avait aucune colère dans son expression, seulement la satisfaction silencieuse de quelqu'un qui avait prouvé quelque chose qui méritait d'être prouvé. « Amiral Corvache, répondit-elle. « Seulement la satisfaction tranquille de quelqu'un qui avait prouvé quelque chose qui méritait d'être prouvé. »« Amiral Corvache, répondit-elle. J'apprécie votre volonté de mettre fin à ce conflit. Mais avant de discuter des conditions, je veux que vous compreniez une chose. Cette guerre n'a jamais été une question de conquête, mais de respect. Je ne suis pas sûr de comprendre. Il y a 40 ans, l'humanité demandait une chose simple, être traitée comme une égale. Nous étions prêts à travailler au sein de votre système pour contribuer à votre alliance et contribuer à construire quelque chose de plus grand que ce qu'une seule espèce pourrait accomplir seule. Tout ce que nous voulions, c'était un statut égal et une voix égale dans les décisions qui affectaient notre avenir. Shen s'arrêta, regardant le monde capital de l'espèce qui s'était autrefois cru supérieure à l'humanité. Au lieu de cela, vous nous avez offert un statut permanent de seconde classe. Vous nous avez dit que nous devrions être reconnaissants pour les bribes de technologie et de territoire que vous choisiriez de partager. Vous ne pouviez pas concevoir qu'une espèce plus jeune puisse apporter quoi que ce soit de précieux à votre système parfait. Nous avons sous-estimé vos capacités, admit Corvache. Non, corrigea Chen. Vous avez sous-estimé vos capacités, admit Corvache. Non, corrigea Chen. Vous avez sous-estimé notre détermination. Amiral, votre peuple domine la galaxie depuis si longtemps que vous avez oublié ce que signifie lutter pour survivre. Vous n'avez jamais affronté d'ennemis invincibles par une puissance de feu supérieure ou la pression politique. Le canal de communication resta silencieux un instant, le temps que les deux dirigeants réfléchissent aux implications de ce qui venait d'être dit. « Quelles sont vos conditions ?» demanda finalement Corvache. Shen activa un écran holographique qui montrait un document sur lequel elle travaillait depuis des mois. Ce n'était ni une liste de revendications, ni un traité de conquête. C'était quelque chose de complètement différent. Ce ne sont pas des conditions de reddition, dit-elle. Ils constituent le fondement d'un nouveau type d'alliance. Une alliance fondée sur le mérite plutôt que sur l'âge, sur la contribution plutôt que sur la hiérarchie, sur le respect plutôt que sur la domination. Corvache étudia le document, son expression passant de la résignation à la surprise, puis à ce qui aurait pu être de l'espoir. « Vous proposez une restructuration complète du gouvernement galactique, dit-il. Oui, l'ancienne confédération reposait sur l'idée que les espèces anciennes étaient naturellement supérieures aux plus jeunes. Ce système a fonctionné pendant 10 000 ans, car personne ne l'a jamais sérieusement remis en question. Mais, amiral, ce système est mort. Il a disparu dès que vos flottes ont découvert qu'elles ne pouvaient vaincre une espèce que vous considériez comme primitive. » Shen a souligné des sections spécifiques du document au cours de son intervention. Ce que je propose, c'est une véritable alliance d'égal à égal. Chaque espèce est représentée en fonction de sa contribution au bien commun et non de son âge ou de sa puissance militaire. Les décisions sont prises par consensus et compromis et non par le diktat du plus fort. Et surtout, chaque membre a le droit de grandir et de se développer sans restrictions artificielles imposées par d'autres. Et si nous refusons ces conditions, l'expression de Shen ne changea pas, mais Corvache voyait l'acier dans ses yeux. Alors, l'humanité continuera à faire ce qu'elle a toujours fait. Nous réglerons nos problèmes nous-mêmes
et défendrons notre droit à exister en tant qu'être libre. Mais, amiral, j'espère que vous ne refuserez pas, car ce que je vous offre, c'est la chance de construire quelque chose de meilleur que ce qui a existé auparavant. » Sur le pont de l'Indomitable, l'équipage attendait tranquillement que leur amiral négocie la fin d'une guerre qui n'avait duré que 2 ans, mais qui avait changé la galaxie à jamais. Il s'agissait pour la plupart de jeunes humains qui avaient grandi en sachant que leur espèce pourrait devoir se battre pour sa place dans l'univers. Ils s'étaient entraînés toute leur vie pour ce moment. Le commandant Harrison surveillait les écrans tactiques, observant les vaisseaux humains prendre position dans tout le système Nexus Prime. La flotte qui encerclait la capitale de la Confédération n'était pas la plus grande force que l'humanité aurait pu rassembler, mais elle était largement suffisante pour achever la conquête si nécessaire. « Amiral, rapporta-t-il tranquillement, toutes les forces humaines sont en position, les plateformes défensives ont été sécurisées et le réseau d'inhibiteurs hyperspatiaux est pleinement opérationnel. » Shen hocha la tête, mais resta concentré sur la négociation avec l'amiral Corvache. « J'ai besoin de garanties, » dit Corvache. « Comment savons-nous que l'humanité ne deviendra pas simplement la nouvelle puissance dominante? Qu'est-ce qui vous empêche d'imposer votre volonté au reste de la galaxie comme nous avons imposé la nôtre? » « Parce que, répondit Shen, nous avons appris quelque chose que votre alliance n'a jamais compris. La véritable force ne réside pas dans la capacité à forcer les autres à obéir, mais dans celle à les inciter à coopérer. Nous ne voulons pas dominer la galaxie, amiral. Nous voulons l'aider à atteindre son potentiel. » Elle a activé une autre section de sa proposition, présentant des plans détaillés de partage technologique, d'échanges culturels et de programmes d'exploration coopérative. « Regardez ce que nous proposons. Une transparence technologique totale, collaboration scientifique ouverte, mission d'exploration conjointe dans des régions inconnues. Nous n'essayons pas d'accumuler nos avantages, amiral, nous essayons de les partager. » Corvache resta silencieux pendant un long moment, étudiant les documents que Chen avait fournis. Autour de lui, les membres de son équipe se penchèrent pour lire par-dessus son épaule. Leurs expressions passèrent du scepticisme à l'étonnement. Ces spécifications technologiques, l'un d'eux chuchota, « Ils nous montrent comment fonctionnent leurs moteurs à tunnel quantique et leur système d'intelligence artificielle », ajouta un autre. « Tout est là. Schéma complet, fondement théorique, procédé de fabrication. » Shen entendait les conversations chuchotées à travers le canal de communication ouvert et sourit. « Amiral Corvache, dit-elle, nous ne sommes pas vos ennemis. Nous ne l'avons jamais été. Nous sommes l'espèce qui a refusé d'accepter ses limites et maintenant nous vous proposons de vous aider à vous libérer des vôtres. » « Pourquoi ?» demanda Corvache. « Corvache, après tout ce qu'on t'a fait, après la façon dont on t'a traité, pourquoi proposes-tu un partenariat au lieu d'exiger soumission ?» Shen resta silencieux un instant, réfléchissant à la question. Lorsqu'elle répondit, sa voix exprimait la sagesse de quelqu'un qui avait vu le meilleur comme le pire de ce que les différentes espèces pouvaient faire entre elles. « Car, il y a 40 ans, une vieille femme avait tenté de vous mettre en garde contre l'humanité. L'aîné Zedkari vous avait dit que nous étions dangereux, incontrôlables, que nous refuserions la défaite, quelles que soient les chances. Elle avait raison sur tous ces points. » Shen marqua une pause, regardant droit vers la caméra, afin que ses paroles aient un impact maximal. Mais elle savait aussi autre chose. Elle savait que les mêmes traits qui nous rendent dangereux en temps de guerre nous rendent précieux en temps de paix. Notre refus d'accepter nos limites nous pousse à toujours chercher à améliorer les choses. Notre détermination à survivre nous pousse à ne jamais abandonner nos alliés. Notre créativité et notre adaptabilité nous permettent de résoudre des problèmes qui semblent impossibles. Elle fit un geste vers l'écran holographique, affichant sa proposition. « Amiral, nous vous offrons la possibilité d'être nos alliés plutôt que nos ennemis. Nous vous proposons de vous aider à bâtir une galaxie où chaque espèce pourra atteindre son plein potentiel sans être freinée par des restrictions artificielles ou des préjugés ancestraux. » Corvache regarda autour de lui, dans son centre de commandement, les visages de son personnel. C'étaient des êtres qui avaient consacré leur vie à la Confédération, qui avaient cru au système qui s'effondrait autour d'eux, mais dans leurs yeux, ils voyaient quelque chose d'inattendu. « L'espoir. »« Amiral Chen, » dit-il finalement, « si nous acceptons votre proposition, quelles garanties avons-nous que la transition se fera en douceur? La Confédération compte près d'1 millier d'espèces membres. Nombre d'entre elles n'accepteront pas facilement ces changements. Alors nous les convaincrons, » répondit Chen. « Non pas par la force, mais par l'exemple. Amiral,
Imaginez ce que nous pourrions accomplir en travaillant ensemble. Imaginez les technologies que nous pourrions développer, les mondes que nous pourrions explorer, les problèmes que nous pourrions résoudre. Elle a activé une dernière section de sa proposition, montrant des cartes stellaires des régions inexplorées au-delà des confins de la galaxie. Il existe des galaxies entières, là-bas, que nous commençons à peine à explorer. Des mystères dont la résolution pourrait prendre des millions d'années. Des défis qui nécessiteront les efforts conjugués de toutes les espèces intelligentes que nous connaissons. C'est ce que je vous propose, amiral. Non pas la conquête, mais l'aventure. Non pas la domination, mais un partenariat dans la plus grande entreprise de l'histoire galactique. Corvache étudia les cartes stellaires, découvrant des possibilités que l'ancienne Confédération n'avait jamais envisagées. Pendant 10 000 ans, il s'était attaché à maintenir le contrôle de l'espace connu. L'idée de s'aventurer dans l'inconnu n'avait jamais été sérieusement envisagée. Vous parlez d'une transformation complète de la civilisation galactique, dit-il. Oui, répondit Shen, ça vous intéresse? Le centre de commandement se tut tandis que l'amiral Corvache prenait la décision qui allait déterminer l'avenir de la galaxie. Autour de lui, son état-major attendait les mots qui permettraient soit de poursuivre une guerre qu'il ne pouvait gagner, soit d'inaugurer une paix qu'il n'avait jamais imaginée possible. « Amiral Chen, dit-il enfin, au nom de la Confédération galactique, j'accepte votre proposition. Nous abandonnons notre ancien système de gouvernement et demandons un partenariat pour construire la nouvelle alliance que vous avez décrite. » Chen sourit, et pour la première fois depuis des mois, son sourire exprimait une joie sincère plutôt qu'une détermination farouche. « Amiral Corvache, répondit-elle, bienvenue dans le futur. » La cérémonie officielle de reddition eut lieu une semaine plus tard dans les mêmes salles cristallines où l'aîné Zedkari avait délivré son avertissement, 45 ans plus tôt. Des représentants de toutes les espèces majeures étaient présents, ainsi que des délégations venues de dizaines de mondes désireux d'assister à ce moment historique. L'aînée Zedkari elle-même était présente, venue de son vaisseau d'exil pour assister à la conclusion de la crise. Elle l'avait prédit. L'ancienne progénitrice était assise à une place d'honneur, ses yeux intemporels observant l'amiral Shen, signaient les documents qui mettaient fin à la Confédération galactique et fondaient la nouvelle alliance galactique. À la fin de la cérémonie, l'amiral Chen s'approcha de l'estrade de l'ancien. « Ancien Zedkari, dit-elle respectueusement, je voulais vous remercier. » « Me remercier ?» répondit la vieille femme d'une voix douce, marquée par l'âge et la lassitude. « Enfant, j'ai essayé d'empêcher cela. La guerre. » « Non, corrigea doucement Shen. Tu as essayé d'empêcher un massacre. Tu savais que si la Confédération acculait l'humanité, nous riposterions de toutes nos forces. Ton avertissement leur a donné une chance d'éviter ce sort. » L'aîné observa la jeune dirigeante humaine, décelant en elle quelque chose qui lui rappelait les plus belles qualités de son propre peuple d'autrefois. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Que fera l'humanité du pouvoir que vous avez conquis ?» Shen parcourut la grande salle du regard, voyant des représentants de centaines d'espèces travailler ensemble à planifier leur avenir commun. Pour la première fois dans l'histoire galactique, l'âge et la puissance militaire n'étaient plus les principaux facteurs déterminant l'influence d'une espèce. Le mérite, l'innovation et la coopération devenaient les nouveaux critères de valeur. « Nous allons faire ce que nous avons toujours fait, » répondit Chen. « Nous allons continuer d'avancer, d'apprendre, de grandir, mais désormais, nous n'aurons plus à le faire seuls. » L'aîné Zedkari sourit, et pour la première fois en 50 000 ans, c'était un sourire d'espoir sincère. Pour la première fois en 50 000 ans, c'était un sourire d'espoir sincère. « Peut être, dit-elle doucement, est-ce ce que mon peuple aurait dû faire il y a des siècles. Peut être aurions-nous dû rester et vous aider à grandir au lieu de fuir par peur. Peut être, acquiesça Shen. Mais, ancien, tu avais raison sur un point. L'humanité est dangereuse. Nous refusons d'accepter nos limites, nous remettons en question toutes les hypothèses, et nous ne cessons de repousser les limites du possible. Mais cette guerre nous a appris quelque chose d'important. Laquelle? Les mêmes traits qui font de nous des ennemis dangereux font de nous des alliés précieux. Nous refusons non seulement d'accepter nos propres limites, mais aussi celles de quiconque. Et maintenant, en travaillant ensemble, il n'y a plus de limite à ce que nous pouvons accomplir. 5 ans plus tard, la transformation de la civilisation galactique était presque achevée. La hiérarchie rigide de l'ancienne Confédération avait été remplacée par une alliance dynamique, où les espèces s'élevaient et perdaient de leur influence en fonction de leur contribution plutôt que de leur âge.
Le développement technologique avait connu une accélération sans précédent, l'innovation humaine, combinée à l'expertise extraterrestre, permettant de résoudre les problèmes qui affligeaient la galaxie depuis des millénaires. Mais le changement le plus important était être d'ordre psychologique. Pour la première fois dans l'histoire galactique, chaque espèce croyait pouvoir dépasser ses limites actuelles si elle était prête à y travailler. L'exemple humain avait montré qu'avec détermination, créativité et refus d'accepter la défaite, tout défi était surmontable. Dans les archives les plus profondes de la Nouvelle Alliance, une nouvelle inscription fut ajoutée aux archives des cristaux quantiques. On pouvait y lire: à ceux qui voudraient limiter le potentiel des autres, rappelez-vous que la véritable force ne réside pas dans le pouvoir de contrôler, mais dans la sagesse d'inspirer. Souvenez-vous de l'espèce qui refusa d'accepter les limites et aida la galaxie à découvrir qu'il n'y avait aucune limite à accepter. Et, en plus petit texte, presque comme une réflexion après coup, rien ne pouvait lui résister, car elle n'était jamais seule. L'ère de l'humanité avait bel et bien commencé, mais ce n'était pas une ère de domination humaine. C'était une époque d'inspiration humaine, où le refus d'accepter la défaite était devenu la ressource la plus précieuse de la galaxie. Les anciens avaient mis en garde les étoiles, mais personne n'avait cru que quoi que ce soit puisse résister à la puissante confédération. Ils avaient tort sur les 2 points. Rien ne pouvait résister à l'humanité, mais pas parce qu'elle était invincible. Rien ne pouvait lui résister parce qu'ils avaient enseigné à la galaxie que l'union était plus forte que la séparation. L'avertissement s'était réalisé, mais d'une manière que même l'ancien Zetkari n'aurait jamais imaginée. Les jeunes bipèdes du tiers-monde avaient bel et bien conquis le vide. Mais au lieu de le conquérir, ils l'avaient libéré. Au lieu de dominer les autres, ils leur avaient montré comment se gouverner eux-mêmes. Au lieu de prouver leur supériorité, ils avaient prouvé que celle-ci était une illusion qui n'avait de pouvoir que sur ceux qui choisissaient d'y croire. L'amiral Sarah Shen, désormais directrice générale de l'Alliance Galactique, se tenait de nouveau sur le pont d'observation de son vaisseau amiral, mais cette fois, elle ne contemplait pas un monde à conquérir. Elle observait une flotte de vaisseaux de dizaines d'espèces différentes, travaillant ensemble pour explorer une galaxie récemment découverte au-delà des limites de l'espace connu. La mission durerait des décennies. Elle nécessiterait la combinaison des forces. Les connaissances et les compétences de chaque membre de l'Alliance seraient mises à profit. Cela repousserait les limites de l'impossible. Autrement dit, c'était exactement le genre de défi que l'humanité avait appris à la galaxie à relever. Alors que la flotte enclenchait ses moteurs hyperspatiaux et s'élançait vers l'inconnu, Chen sourit et murmura les mots qui étaient devenus la devise officieuse de la nouvelle alliance. Rien ne peut nous résister car nous sommes solidaires. Derrière eux, la galaxie qu'ils ont laissée n'était plus divisée entre les forts et les faibles, les vieux et les jeunes, les dirigeants et les gouvernés. Elle était unie par une vérité simple. L'humanité avait prouvé par le sang et la détermination que toute limite pouvait être surmontée par ceux qui refusaient de l'accepter. Les étoiles avaient été prévenues, l'avertissement avait été ignoré, et les conséquences s'étaient déroulées exactement comme prévu. Mais l'avenir qui se dessinait n'était pas celui de la conquête et de la domination. C'était celui de la coopération et d'un potentiel illimité. Et dans cet avenir, rien ne pourrait leur résister, car ils avaient finalement appris à rester ensemble.